ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Vue d'ici, un numéro exceptionnel aujourd'hui. On se trouve du côté de Thoranglières. Là, en ce moment, on est au château de Thoran qu'on va vous faire découvrir. On ira également voir l'église de Saint-François de Sales en plein centre-ville. Et puis, bien évidemment, on passera par le plateau des Glières, au lieu de la résistance durant la guerre 39-45. Bref, un Vue d'ici très chargé aujourd'hui. Sans plus tarder, c'est parti, on vous emmène. Bonjour Gilles. Bonjour Pauline. Merci de nous recevoir ici au château de Thoran. Vous êtes un petit peu spécialiste de château, vous allez nous raconter toute son histoire. Ici, racontez-moi déjà cette première salle, on est où et qu'est-ce qu'elle raconte? Alors cette première salle qui nous accueille, c'est justement l'entrée du château et c'est la salle dans laquelle justement on pose le décor et on explique qui est la famille de Sales, ses origines et bien sûr Saint-François de Sales qu'on commence déjà à évoquer ici. Alors, c'est notamment cette peinture, on va dire, et donc c'est un arbre généalogique, c'est ça? Exactement, c'est l'arbre généalogique de la famille de Sales qui a été constitué au XVIIe siècle par Charles-Auguste de Sales, un neveu de Saint-François de Sales, qui comme son illustre oncle sera lui aussi prince-évêque de Genève. Personnage, ma foi, assez peu modeste, très baroque, mais très attachant. Il a ici osé faire remonter sa famille jusqu'à Numa Pompilius, qui est le deuxième roi légendaire de Rome. Et comme se plaisait à le dire Jean-François de Roussy de Sales, on n'est jamais assez ancien, jamais assez puissant, donc allez hop, jusqu'au deuxième roi de Rome. C'est pas mal. C'est pas mal. Et puis lui se fait représenter tel un pan en plein milieu de l'arbre généalogique, avec un portrait, ma foi, plutôt bien arrangé, puisque le véritable visage de Charles-Auguste de Sales, il est sur le portrait qui est juste à côté ici. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Saint-François de Sales est né ici, dans ce château, c'est ça? Alors, pas exactement. Il est né à quelques centaines de mètres d'ici. Il est né au château de Sales, justement. Un château qui a été détruit en 1630. C'est dont on voit l'apparence ici en bas à gauche de l'arbre généalogique. Et on a le château de Thoran juste à côté. Donc, on a vraiment les deux châteaux l'un à côté de l'autre. Et c'est Louis XIII et Richelieu qui ont ordonné le démantèlement de ce château en 1630 lors d'une invasion de la Savoie. Donc, Saint-François est né là-bas, dans ce château, là où il y a la chapelle de Sales aujourd'hui, qui marque l'emplacement de sa chambre natale. Et aujourd'hui, quelle famille vit ici? Alors ici, aujourd'hui, c'est la famille de Roussy de Sales, en particulier Isabelle de Roussy de Sales qui nous accueille et qui a pris la suite de ses parents dans ce château de Thoran. Donc aujourd'hui, c'est un peu un musée. Il y a plein de choses de Saint-François de Sales qui sont exposées, qu'on découvrira au fur et à mesure des plateaux, dans ce château en fait. C'est à la fois une maison, et c'est un musée, c'est un château maison, un musée maison, voilà, on pourrait dire plutôt, puisque le château est habité tout au long de l'année, c'est ce qui fait qu'il a une âme, qu'il est vivant justement, et puis tout le rez-de-chaussée du château effectivement est consacré aux souvenirs de la famille de Sales, de Saint-François de Sales, de Camille de Cavour qui est l'autre personnage clé de ce château, donc l'homme de l'unité de l'Italie, grand cousin d'Isabelle de Roussy de Sales à quelques générations, et puis bien sûr toutes les très très belles collections qui s'échelonnent entre la Renaissance, la fin du Moyen-Âge, et puis l'époque du Second Empire de Napoléon III. Et donc dans cette salle, il y a aussi pas mal d'écrits de Saint-François de Sales. Pas exactement de Saint-François lui-même, ce sont des faussaires qui justement produisaient de fausses lettres pour les monnayer. Et puis aussi pour entraver quand même Saint-François de Sales dans sa lutte contre le protestantisme, des fois assez grossier pour certains d'entre eux, mais avec des signatures qui sont parfaitement imitées. On retrouve bien la signature de Saint-François, dont on a un exemplaire de l'original sur son testament dans une salle d'à côté. Ça se revendait très cher? Ça pouvait se revendre très cher. Il y en a beaucoup, vous en avez retrouvé beaucoup, du coup vous en exposez Il y en a quelques-unes qui sont exposées ici, mais aussi vous avez bien sûr des collectionneurs qui recherchent ce genre de documents, parce que même si ce sont des faux, ça reste des documents historiques. Et bien on va se rendre juste à côté, dans la salle des tapisseries, et là il y a de magnifiques choses à voir, on va voir ça. Gilles, on a changé de salle, on est où? On est dans une salle exceptionnelle. Une des plus belles salles du château, la salle des reliques, comme on l'appelle, ou aussi la salle des tapisseries, puisque nous sommes entourés par ces magnifiques tapisseries de Flandre.
qui date des années 1530, 1540. Donc on a presque 500 ans de tapisserie autour de nous. Et elles sont aussi exceptionnelles parce qu'à la Révolution, elles ont failli disparaître et Dieu merci, elles ont pu être sauvées tout aussi exceptionnellement. Elles sont classées au titre des monuments historiques. Et puis ce qui est encore exceptionnel, c'est qu'il en existe 3 exemplaires. Il y en a un conservé dans les collections du Kunsthistorisches Museum de Vienne en Autriche, un autre exemplaire dans les collections de Windsor, dans les collections de la Reine d'Angleterre, et puis rien que pour nous et pour les téléspectateurs de Télé 8 Mont-Blanc, il y a celle du château de Torrent. C'est pas rien. Non, c'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce qu'elle représente, cette tapisserie ? Elle représente l'histoire de Tobie dans la Bible, 9e livre historique de la Bible. Van Orley, l'artiste, s'est librement inspiré de ce récit. Il y a quelques petites divergences. Et donc on a Tobie, jeune garçon, que son père envoie recouvrer une créance. Son père est âgé et aveugle. Et puis au cours de ce voyage, Tobie va rencontrer Sarah, sa future épouse. Et puis ils vont rentrer à Ninive. Il est accompagné de l'archange Raphaël, qui au début du récit se fait passer pour un vague cousin éloigné, Azarias. Et c'est pour ça qu'on a une tapisserie, celle qui est à côté de nous, où on a l'archange qui est coiffé d'un chapeau de paille. C'est pas très courant de voir un archange avec un chapeau de paille. Les archanges non plus, on n'en voit pas tous les jours. Et donc ici, en fait, l'artiste a voulu nous montrer qu'il n'était pas tout à fait l'archange. Et à la fin du récit, l'archange se dévoile et il dit non, je ne suis pas le cousin Azarias, j'étais là pour protéger Tobie, je suis l'un des 7 archanges placés auprès de Dieu, etc. Et donc c'est un très beau récit avec toutes ces péripéties. C'est presque théâtral. D'ailleurs, Van Orley nous offre ici quelque chose justement de très très théâtral dans ces tapisseries, placées dans le contexte de la Renaissance italienne. Et il y a une grosse même anecdote sur ces tapisseries, notamment par rapport à sa conservation. Vous me disiez quand on préparait tout à l'heure l'émission, c'est quoi ? Alors c'est qu'en fait, pendant la Révolution, le château avait été partiellement pillé. Les tapisseries ont été emportées par des paysans qui s'en sont servis pour recouvrir leur char à foin. Et bien finalement, ça les a peut-être sauvés parce que le fait d'être au contact de la paille, d'une paille bien sèche, ça a permis de conserver les couleurs de ces tapisseries. Et on voit notamment que les bleus n'ont pas trop viré au vert, sont même très bien conservés. Et c'est une chance justement. Pour une fois, la Révolution a eu du bon pour les tapisseries du château de Torrent. Alors il y a ces tapisseries, mais il n'y a pas que ça dans cette magnifique salle. Il y a pas mal de choses qui ont appartenu à Saint François de Sales, notamment. Oui, on a quelques trésors salésiens et parmi les plus importants sont conservés ici sa crosse épiscopale, son premier des 2 testaments, donc testament écrit de sa main bien sûr en français, un testament qui est très facile à déchiffrer, à comprendre aujourd'hui pour nous au XXIe siècle, c'est un français assez moderne finalement. Quelques lettres aussi écrites de la main de Saint François de Sales, sa bannière de canonisation, la bulle de béatification par le pape Alexandre VII, mitre, chasuble, le calice de Saint François de Sales qui a été en plus prêté à 2 autres saints, 2 papes, Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II, ce qui est toujours impressionnant quand on l'a entre les mains, ce calice, un reliquaire de son cœur qui a aussi une histoire assez extraordinaire qu'on aime bien conter à nos visiteurs, donc oui, une salle extrêmement riche. Chaque pièce est un véritable trésor. Oui, ici on a... Chaque pièce est une époque, quasiment. On passe de siècle en siècle, de trésor en trésor, ce qui fait de Torrent l'un des châteaux les plus riches de la Haute-Savoie et de l'ensemble de la Savoie. Torrent a la chance, finalement, d'avoir été quasiment toujours habité par la famille de Sales, la famille de Roussy de Sales aujourd'hui, ce qui fait que, justement, on a préservé ces richesses et que ces collections n'ont finalement jamais cessé de s'enrichir. Et ça, c'est génial. Nous, on va changer d'époque, on va aller dans la pièce à côté, on va aller découvrir un autre trésor avec des choses assez sympas. On va à l'époque baroque et je vous invite au salon. Alors, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ? Un magnifique secrétaire de la Renaissance. Renaissance italienne, un meuble qui est en 2 parties. On a un coffre et le secrétaire lui-même. Le coffre qui est assez fabuleux parce qu'il a une provenance illustre. On a les armoiries ici de 2 très grandes familles. La famille de Gaetani, donc très grande famille romaine, et puis une autre famille célébrissime, la famille de Médicis. Donc c'est une alliance entre un prince de Gaetani, c'est la famille du pape Boniface VIII, un prince de Gaetani qui épouse une princesse de Médicis. C'est pas mal. Ouais. Alors ça renferme des secrets. On a le droit d'en savoir un. Un seul ? Vous ne le répétez pas ? Non. Bon, oui, il y a plusieurs secrets. Donc pour ouvrir ce secrétaire, par exemple, si je tire cette petite partie-là,
Par un système de ressorts et de lames qui se rétractent à l'arrière du meuble, ça me libère l'ouverture de ces 2 tiroirs. J'irai pas plus loin parce que le meuble a quand même 500 ans, il est très fragile. Voilà. Et à l'intérieur, il y a plein de petits tiroirs, c'est ça? Oui, c'est magnifiquement sculpté, vous allez voir. Voilà, un travail de 500 ans de sculpture, de serrurerie, parce que les serrures marchent parfaitement depuis l'origine de ce meuble. Et on a cette multiplication de portes, de tiroirs. Avec plein de petits tiroirs. Beaucoup de petits tiroirs encore ici. Il y avait de quoi cacher les choses. Oui, on a d'ailleurs 7 mécanismes secrets qui se combinent entre eux pour ouvrir les différents tiroirs. On les a tous retrouvés. Sur ces 7 mécanismes, 5 fonctionnent encore parfaitement, mais ils sont très fragiles, donc on évite quand même de les faire fonctionner. Il y en a un qui est cassé et un qui est coincé, enfin un meuble qui a 500 ans tout de même. Bon, super pour cette salle. On va aller voir dans la dernière salle. Pareil, on change un petit peu d'époque et puis on a plein d'autres choses à raconter. On fait un bond d'1 ou 2 siècles et on va au 19e siècle chez Camille de Cavour. Allez, c'est parti. On y va? Derrière un bureau qui a une vraie histoire. Moi, je suis à la place a priori du roi et vous de l'empereur, c'est ça? Ou inversement. Ou inversement, c'est pas trop. Voilà, nous sommes assis derrière le bureau du Premier ministre Camille de Cavour. Donc pour nous Savoyards, notre dernier Premier ministre du temps du royaume de Sardaigne et du duché de Savoie. Pour les Italiens, leur premier Premier ministre, puisque Camille de Cavour est l'homme de l'unité de l'Italie avec Victor Emmanuel II, le premier Premier ministre du royaume d'Italie unifié, effectivement. Et donc c'est sur ce bureau qu'est née l'Italie, et c'est aussi, surtout pour nous Savoyards, ce bureau sur lequel a été signé ce qu'on appelle le traité d'annexion, le traité de Turin, le 24 mars 1860, qui donnait à la France le comté de Nice et le duché de Savoie. Une grande histoire. Une grande histoire ici, juste devant nous, devant nos mains. Camille, il est là? Il est là, à côté de nous, le Premier ministre Camille de Cavour. Un portrait très photographique en fait. C'est un portrait qui a été peint justement d'après une photo par un peintre italien, Antonio Cesari, en 1861, l'année de la mort de Camille de Cavour, puisqu'il est mort assez jeune, à 51 ans, mais avec une vie, ma foi, ô combien remplie. Et dans toute cette salle, on a des tableaux un petit peu partout et ce mobilier là. Voilà, ces 2 buffets à hauteur d'appui qui font partie, comme le bureau du mobilier ministériel de Camille de Cavour, l'ensemble du mobilier Boulle, donc Boulle, vous savez, l'ébéniste de Louis XIV, mais là c'est du Boulle que l'on qualifie de Napoléon III, puisque ce mobilier, ce style est revenu à la mode au temps du Second Empire, et donc on a recréé ce mobilier. C'est du mobilier qui est en hêtre, qui est plaqué de panneaux d'ébène, plaqué également d'écailles de tortue, et à l'intérieur des écailles de tortue, comme vous le voyez, il y a une marqueterie de laiton, et puis encore des bronzes dorés à l'or pour rehausser tout l'ensemble, comme s'il n'y en avait pas encore assez. Et il y a les mêmes à l'Élysée. Exactement, dans le bureau du président de la République, à l'Élysée, il y a notamment 2 buffets à hauteur d'appui, Boulle, Napoléon III. C'est donc c'est une pièce qui est chargée d'histoire et qui raconte comment le mobilier il est arrivé ici déjà au château. Alors le mobilier de Camille de Cavour arrive au château à partir de 1875, le mobilier et les collections, puisqu'en fait Eugène de Roussy de Salles, l'arrière-arrière-grand-père des actuels propriétaires, Eugène était très très proche de son cousin Camille de Cavour, ils s'entendaient vraiment comme 2 frères, et en fait Eugène va se trouver être l'héritier universel de son autre cousin Hénard de Cavour, un neveu de Camille, le dernier marquis de Cavour. Hénard en fait déteste sa sœur Joséphine et malheureusement il la déshérite totalement et il déclare que Eugène sera son héritier, son légataire universel. Le château, on peut venir le visiter? Oui, alors le château se visite du 1er avril au 30 juin, les week-ends et jours fériés, juillet-août tous les jours de 14h à 19h et puis à partir du mois de septembre jusqu'au 31 octobre, les week-ends également en après-midi. Et puis pour les groupes que nous accueillons, c'est tout au long de l'année. Merci beaucoup de nous avoir raconté et montré tous ces petits détails, toutes ces petites histoires de ce château. Nous, on va filer du côté de l'église où Saint-François de Sales a été baptisé notamment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Pauline.
Alors Daniel, on est ici dans l'église Saint-Maurice Saint-François de Sales de Thoranglières. Expliquez-nous un petit peu déjà quand est-ce qu'elle a été construite cette église? Cette église est une église qui a été construite au XVe siècle. Et bien sûr, Saint-François de Sales étant né au XVIe siècle, cette église n'a pas vu la naissance de Saint-François de Sales, mais il y a été baptisé sur ces fonds baptismaux que nous voyons ici et qui restent une pièce maîtresse de cette église. Alors Saint-François de Sales, donc il est né à Thoranglières. Vous m'expliquiez un petit peu l'anecdote. Alors il est né le 21 août, mais il y a un doute voilà, sur... il est né le 21 août et il a été ondoyé le 22 août, très tôt le matin. Donc l'ondoiement ne s'est pas fait sur les fonds baptismaux, mais le baptême qui a eu lieu une semaine plus tard, le 28 août, sur ces fonds baptismaux, avec toute une kyriade de personnalités très connues qui, bien sûr, se sont déplacées après la naissance. Ah oui, cette église, elle est connue pour ça, en fait, pour le baptême de Saint-François de Sales. D'une part, d'autre part, pour son ordination, qui est la seule ordination qui a eu lieu dans cette église depuis qu'elle existe. Du coup, vous avez beaucoup de personnes qui viennent visiter cette église pour Saint-François de Sales? Les personnes qui viennent de l'extérieur viennent spécialement pour Saint-François de Sales, parce que beaucoup sont originaires d'une congrégation, sont originaires d'une situation qui leur a fait connaître Saint-François de Sales d'une manière ou d'une autre. Et ces gens sont en partie initiés, mais beaucoup de touristes passent dans l'été et viennent faire une visite très rapide et découvrent Saint-François de Sales parce qu'ils ne savent pas que Thoran est le berceau natif de Saint-François de Sales. Alors là, Daniel, on est dans le cœur de l'église, on est devant l'autel, devant cette immense fresque qui représente donc les deux saints de cette église, c'est ça? Expliquez-moi un petit peu. Tout à fait. C'est une mosaïque qui a été faite par Môme-Jean en 1933. Et sur la gauche, nous avons Saint-Maurice, qui est le saint depuis toujours, saint patron de cette église depuis sa création, auquel a été rajouté au début du XXe siècle Saint-François, dont on voit l'ordination sur la droite. Son ordination ayant eu lieu le 8 décembre 1602, date qui avait été choisie par lui-même. Et au centre, nous avons une crucifixion où on voit le Christ qui est en train de mourir et qui est soutenu par son Père. Et au-dessus, nous avons le symbole avec les trois auréoles de la Trinité. Et donc l'ordination de Saint-François de Sales, alors comment ça se passe, comment ça s'est passé cette ordination? On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais pas vraiment en détail. En détail, comment ça s'est passé un petit peu? Eh bien, une ordination, il faut déjà choisir généralement une église qui soit représentative. Et Saint-François de Sales, lui, avait choisi son église dans laquelle il avait été baptisé. Et donc, ce sont plusieurs évêques et archevêques qui sont venus pour ce sacre. C'est un vrai sacre. C'est d'ailleurs le seul sacre qui a eu lieu dans cette église. Juste une petite chose. Tout à l'heure, nous avons parlé donc de Saint-François de Sales, de sa naissance. Il faut savoir que l'année prochaine, nous allons fêter le 450e année de la naissance de Saint-François de Sales. Donc il y aura plein de choses qui seront organisées. Il y a des choses qui seront organisées par la municipalité et par l'Église. Je crois que c'est une commémoration qu'il ne faut pas oublier. Et on sera là. Et on peut venir visiter l'église n'importe quand aussi. L'église si on est ouverte. passe dans le coin à Thoranglières, on peut venir visiter l'église. Bien sûr. Eh ben, merci beaucoup Daniel de nous avoir un petit peu raconté l'histoire de cette église. Nous on va filer direction le plateau des Glières pour parler résistance. Merci beaucoup de nous avoir bon reçus voyage, ici. je vous souhaite une bonne route. Merci beaucoup. Alors Jean-René, on vous a rejoint, on est ici au plateau des Glières, au lieu de la résistance pendant la guerre. Racontez-moi un petit peu l'histoire de ce plateau déjà. Le maquis des Glières, lorsqu'il se constitue entre février et mars 1944, qui d'ailleurs est d'abord affronté aux forces de répression de Vichy avant d'être affronté à la Wehrmacht, devient un symbole de la France à relever. Dans la France de Vichy qui courbe le dos sous la défaite, on proclame la liberté, avec une fière devise, vivre libre ou mourir. Et ce monument qui est derrière nous, là, eh bien, c'est en quelque sorte d'ailleurs un hymne à la liberté. La liberté. La France, c'est d'abord la liberté.
Et puis sur ce plateau qui à l'origine, au 31 janvier 1944, est d'abord occupé par environ 150 hommes qui viennent du maquis de Manigot, ce sont essentiellement des maquis de l'armée secrète, essentiellement constitués à partir de jeunes qui n'ont pas voulu partir travailler en Allemagne et qui étaient acheminés là par les filières de l'Action catholique. Et alors leur rôle C'est le ici... noyau. Et puis dès le lendemain, les rejoignent des républicains espagnols. Dans la France de Vichy, les républicains espagnols, c'est les rouges, outre le fait d'être des étrangers, les réfugiés d'aujourd'hui. Hein. En plus, c'est les rouges, c'est les violeurs de nonnes. C'est impensable. La France de Vichy, elle discrimine entre les Français, et encore plus entre les Français et les allogènes. Et puis enfin, dans cette France de Vichy, où on arrête, on torture, on fusille, eh bien ici, non seulement il y a cette fraternité qui va unir tous ces gens-là au-delà de toutes leurs différences, mais aussi avec les populations environnantes, parce que ce maquis n'aurait jamais survécu si les populations, qui étaient très pauvres, n'avaient pas pris des risques insensés pour les ravitailler d'abord, et ensuite pour leur porter assistance lorsque le moment de la dispersion sera venu. Le rôle de ces gens qui étaient là, ces soldats, on va dire, c'était de réceptionner des parachutages. C'était quoi leur rôle exact? Quel rôle ils ont vraiment joué ici? D'abord, ce n'étaient pas des soldats. Là, ils vont devenir des soldats. Initialement, ils sont du maquis de Manigot, je le disais, ils sont environ 150, où a d'ailleurs été créée une école des cadres de l'armée secrète, à l'automne 1943. Et ils montent là le 31 janvier 1944, avec une mission et une seule, équiper le plateau pour recevoir des parachutages massifs qui ont été promis par Londres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici au Glières, c'est là où ça a été en premier libéré avant même que les Alliés n'arrivent en Normandie, c'est ça? Ça, c'est un discours de Tom Morel à ses troupes, hein, le premier chef. Il leur dit, vous êtes sur le premier coin de France libéré. Histoire de leur redonner du baume au cœur. D'ailleurs, ils l'avaient, hein, parce que moi j'ai entendu combien de témoignages jadis. Hein. Leur arrivée sur le plateau, pour eux, c'était cette impression justement de renouer avec la liberté en quittant ce monde de la France occupée. Mais il y a un deuxième temps de Glières. Parce que la liberté, c'est pas un but en soi de mourir pour elle. Le but, c'est de vivre et c'est de la rétablir. Eh bien, elle sera rétablie. Et la Haute-Savoie sera le premier département de France qui se libérera tout seul entre le 15 août et le 19 août 1944, en faisant capituler les plus de 3000 hommes des garnisons allemandes dès le 19 août, alors même qu'Albertville n'est pas libéré, que Lyon n'est pas libéré, que le débarquement en Provence vient juste de se produire. Une fois la libération, une fois la guerre terminée, voilà, on a toute une histoire. Et puis en 1973, si je ne me trompe pas, ce monument est venu voilà, sur ce plateau. Pourquoi est-ce qu'on est venu mettre un monument ici? Les anciens avaient bien en tête qu'il faudrait quand même bien faire quelque chose sur le plateau. L'inauguration a eu lieu en septembre 1973. Alors on peut parler, si vous voulez, de la symbolique de ce monument, très brièvement. C'est une œuvre d'art abstrait. Alors on le fait bien dire ce qu'on veut. Donc la symbolique, c'est un V qui clairement veut manifester la victoire à venir, avec une flèche toute d'énergie qui se dresse droit vers le ciel et qui s'inscrit dans la perspective du sommet qui est dans le fond là-bas, le Jalouvre, très exactement dans la perspective. Gilles Lioly l'a conçu comme ça. Et puis il y a une flèche qui est tronquée, brisée. Elle veut simplement marquer que pour ça, il a fallu consentir des sacrifices. C'est un hommage rendu à ceux qui ont laissé la vie, vivre libre ou mourir. Certains sont morts. Et puis, vous avez ce disque. Alors, c'est un thème récurrent chez Gilles Lioly. Le thème du soleil. On le voit dans la plupart de ses œuvres. Le soleil. Là encore, la symbolique est tout à fait évidente. Car ce soleil, s'inscrivant dans les pentes du Jalouvre, c'est très exactement le soleil levant qui émerge des pentes orientales du Jalouvre. Eh bien, dans la nuit de l'occupation, c'est le jour qui fera bien par se lever. C'est la liberté. Merci beaucoup, Jean-René, de nous avoir fait passer ce message, de nous avoir raconté toute cette histoire sur le plateau des Glières. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir pour moi. C'est la fin de ce Vue d'ici. Merci de nous avoir suivis. On a été ravis avec toute l'équipe de vous faire découvrir Thoran-Glières, son plateau, son histoire, son église et son château. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre replay 8montblanc.fr. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de Vue d'ici. À très vite.